Grand 4, processus élémentaire. Nous avons vu dans les parties précédentes comment un ligand pouvait se complexer à un métal. Et nous avons également vu que lorsqu'un ligand est complexé à un métal, sa réactivité change. Certaines de ces liaisons peuvent se fragiliser. De plus, il peut passer de nucléophile à électrophile. En bref, on commence à comprendre que grâce aux métaux de transition, on va pouvoir faire des nouveaux types de réactions. La chimie de coordination est en effet assez différente de la chimie organique classique. Et pour la décrire, il va donc falloir redéfinir un certain nombre de processus élémentaires pour avoir le vocabulaire nécessaire et voir ce qui peut se produire, tout simplement, entre un métal et un ligand. Commençons par le premier type de réaction qui est le plus intuitif, qui est la fixation et le départ d'un ligand par complexation et dissociation. Si un complexe métallique plus un ligand donne un complexe métallique lié à un ligand, on appelle ça une complexation. Et dans le sens inverse, quand cette liaison se rompt et qu'on récupère le complexe métallique et le ligand séparément, on appelle ça une dissociation. Mais il existe d'autres types de réactions que nous allons décrire et nommer. Petit 1, la substitution de ligand. La substitution de ligand, c'est un processus au cours duquel un ligand est remplacé par un autre dans le complexe. Cela fait intervenir des ligands de type L. On se retrouve donc avec le bilan M relié à L plus le ligand L' donne M relié à L' plus le ligand L. Voici un exemple. À partir d'un complexe NiCO 4 fois et d'un ligand triphénylphosphine, on peut obtenir le complexe NiCO 3 fois triphénylphosphine plus un ligand carbonyle qui a été libéré. Pour analyser ce qui se produit lors d'une réaction, on peut calculer le nombre d'électrons dans le complexe avant la réaction, ainsi que le nombre d'oxydation du métal, et faire la même chose après la réaction. Par exemple ici, au début de la réaction, le nombre d'électrons N égale à 10 électrons de valence apportés par le nickel, plus 4 fois 2 électrons apportés par les 4 ligands L, qui sont les carbonyles, 18 électrons, et le nombre d'oxydation du nickel, comme il n'y a aucun ligand X et aucune charge, est de 0. Après la substitution, on a toujours 4 ligands L, puisque la triphénylphosphine c'est aussi un ligand L. On a donc toujours 18 électrons, et on a toujours une charge de 0, donc on a toujours un nombre d'oxydation de 0. On voit qu'au cours de ce processus de substitution, comme on a juste remplacé un ligand L par un autre sans rien changer, le nombre d'électrons du complexe ne varie pas, et le nombre d'oxydation du métal dans le complexe non plus ne varie pas. C'est une des caractéristiques de la substitution de ligand. La substitution de ligand peut intervenir selon deux mécanismes limites. Le premier qu'on appelle le mécanisme dissociatif, et qui est finalement analogue à une SN1, a une loi de vitesse d'ordre 1. Il correspond à une première étape, qui est l'étape cinétiquement déterminante, dans laquelle il y a d'abord départ, donc dissociation du ligand L. Ml donne M plus L. Puis une deuxième étape, dans laquelle il y a complexation du ligand L', donc M plus L' donne Ml'. Mais la réaction peut également se passer selon un autre mécanisme, qui est d'ordre 2. Dans ce mécanisme, L' vient tout d'abord se complexer avec le complexe Ml, pour donner le complexe L'-Ml. Puis il y a dissociation du ligand L, et on obtient finalement Ml' plus L. Ici, même si c'est une loi de vitesse d'ordre 2, attention, c'est différent d'une SN2, puisqu'une SN2, c'est en un seul acte élémentaire, alors que là, il y a deux actes élémentaires. Globalement, on peut comprendre que le mécanisme dissociatif, il est privilégié pour des complexes qui ont 18 électrons de valence. Alors que le mécanisme associatif, le second, il est plutôt privilégié pour des complexes qui ont moins de 18 électrons de valence. En effet, si le complexe Ml a déjà 18 électrons de valence, eh bien, il ne passera pas à 20 électrons de valence en accueillant un nouveau ligand L', puisqu'il essaye de respecter la règle des 18 électrons. Il faut qu'il ait par exemple 16 électrons de valence pour que ça fonctionne. De cette façon, il passe à 18, puis ensuite il repasse à 16. Vous n'êtes pas obligé de retenir par cœur les deux mécanismes, d'ordre 1 et d'ordre 2, simplement savoir qu'ils existent et être capable de faire des raisonnements logiques à partir de ces deux options. Petit 2, addition oxydante et élimination réductrice. Les trois processus élémentaires qu'on a vus préalablement,
qui sont donc la complexation, la dissociation et la substitution de ligands, ne concernaient que les ligands L, et pas les ligands X. On va voir dans l'addition oxydante comment on peut obtenir l'addition de ligands X. Par définition, l'addition oxydante, c'est un processus au cours duquel une entité du type X, liaison X', se scinde sur le métal. On va avoir un bilan de cette nature. Complexe métallique plus X liaison X' donne X liaison M liaison X'. Ça, c'est ce qui s'appelle une addition oxydante. Ici, X et X' peuvent être n'importe quelle partie de molécules qui donneront ensuite deux ligands X. Exemple ici, par exemple, on a ce complexe d'iridium qui réagit avec le dihydrogène pour donner un nouveau complexe. On voit bien que la liaison entre les deux hydrogènes a été rompue et a été remplacée par des liaisons avec l'iridium lui-même. Alors, je donne ici les électrons de valence de l'iridium. Calculez, faites-le en mettant pause sur la vidéo, calculez le nombre d'électrons de valence de ce complexe-là et du complexe une fois la réaction effectuée, ainsi que le nombre d'oxydation de l'iridium avant la réaction et après la réaction. Comparez-les et vous verrez que lors d'une addition oxydante, il y a une évolution du nombre d'électrons de valence et une évolution du nombre d'oxydation. Alors je vous laisse mettre pause sur la vidéo pour calculer cela. Faites-le vraiment parce que ça va vous entraîner. On verra que dans pas mal d'exercices, on vous demandera de calculer le nombre d'électrons de valence, le nombre d'oxydation, et il faut que ça devienne un peu une habitude. Voilà. Voici le résultat. Donc, dans le premier complexe, l'iridium apporte 9 électrons de valence. On détecte que CO et Pφ3 sont des ligands de type L, donc ils amènent donc 2 électrons chacun. Le chlore, lui, par contre, c'est un ligand de type X. On a donc uniquement 16 électrons dans ce complexe-là. Le nombre d'oxydation de l'iridium, c'est le nombre de ligands X plus la charge, donc ici c'est plus 1 parce qu'il y a un seul ligand X. Une fois la réaction effectuée, on a ajouté 2 ligands X. Autrement dit, on a ajouté 2 électrons, et le nombre d'oxydation est passé à plus 3. On voit qu'au cours de ce processus, la coordinance du complexe a augmenté de 2, puisqu'on a fait 2 liaisons supplémentaires. Pour rappel, la coordinance, c'est le nombre de liaisons que fait le complexe avec des ligands. C'est pour ça qu'on appelle ça une addition. Le nombre d'oxydation du métal a aussi augmenté de 2. C'est pour ça qu'on dit que c'est une addition oxydante, puisqu'on a augmenté le nombre d'oxydation. Et puis le nombre d'électrons de valence dans le métal, dans le complexe, a augmenté de 2. Puisqu'il faut augmenter le nombre d'électrons dans le complexe, ça veut dire que le mécanisme d'addition oxydante sera plutôt privilégié pour des complexes qui ont moins de 18 électrons. Bien sûr, en général, c'est 16 électrons maximum. Et puis, il faut qu'ils aient un nombre d'oxydation faible, sinon c'est difficile d'oxyder le métal. Petite remarque, la synthèse d'un organomagnésium mixte, c'est en fait une addition oxydante sur un métal, puisqu'on a bien R liaison Br plus Mg donne R liaison Mg liaison Br. À ceci près que le magnésium n'est pas un métal de transition. Mais ça ne change rien au fait que c'est bien une addition oxydante sur un métal similaire à celle qui est décrite dans ce chapitre. L'addition oxydante peut avoir des stéréochimies différentes. En effet, on voit dans le premier exemple ici, où on additionne CH3Cl sur ce complexe-là, que le CH3 et le Cl peuvent se mettre de part et d'autre du plan central du complexe. On parlera alors d'addition trans. Dans un autre exemple ici, où on additionne le dihydrogène sur ce complexe-là, on voit que les deux hydrogènes ne se sont pas mis de part et d'autre du plan, mais se sont mis dans deux positions qui sont adjacentes, en quelque sorte, dans l'octaèdre. On parle ici d'addition 6. Vous n'êtes pas obligé forcément de retenir par cœur ce que c'est qu'une addition trans et une addition 6, mais il faut savoir que ça existe et qu'éventuellement on peut vous faire réfléchir dessus dans un problème. Petit b, élimination réductrice. Par définition, l'élimination réductrice est le processus inverse d'une addition oxydante. C'est-à-dire en partant d'un complexe dans lequel il y a un métal relié à deux ligands X, donc ici noté X et X', on obtient le complexe duquel on a éliminé la molécule X liaison X'. Exemple ici avec un complexe de cobalt sur lequel il y a 3 ligands carbonyles, 2 ligands H, et puis ici un ligand qui serait une cétone. Donc on voit que H et ce ligand ici, cétone, sont en fait des ligands X. Et là,
il y a eu élimination de ces deux ligands X qui se sont liés entre eux pour donner ici un aldéhyde. Dans le cadre de cet exemple-là, entraînez-vous à calculer le nombre d'électrons de valence du complexe et le nombre d'oxydation du complexe, avant et après la réaction. Je vous laisse le faire en mettant pause sur la vidéo et je donne le résultat dans quelques instants. Ici le calcul, donc pour le cobalt qui a 7 électrons de valence, on a un nombre d'électrons 9 égale 3 fois 2 puisqu'il y a 3 ligands CO qui sont des ligands L, plus 3 fois 1 puisqu'il y a 3 ligands X, 18 électrons. Et le nombre d'oxydation, 3, donc plus 3 parce qu'il y a 3 ligands X et une charge de 0. Une fois que l'élimination réductrice a eu lieu, on a perdu 2 électrons puisqu'on a perdu 2 ligands X, donc N égale 16 électrons. Et on a également perdu 2 en nombre d'oxydation puisqu'on a perdu 2 ligands X. On voit qu'au cours de ce processus, la coordinance du complexe a diminué de 2, parce qu'on a perdu 2 liaisons, d'où le nom d'élimination. Le nombre d'oxydation du métal a diminué de 2, d'où le nom de réductrice. Et le nombre d'électrons a diminué de 2. On voit bien que c'est l'inverse de l'addition oxydante où tout avait augmenté de 2. Autrement dit, le mécanisme d'élimination réductrice, il sera privilégié pour des complexes qui ont, en général, 18 électrons et un nombre d'oxydation élevé. Les calculs de nombre d'électrons de valence et de nombre d'oxydation avant et après une réaction sont importants en chimie de coordination parce que c'est eux qui vont permettre de facilement savoir quel type de processus s'est produit. Donc entraînez-vous à ça. À chacun des processus qu'on va faire par la suite, vous calculez nombre d'électrons de valence, nombre d'oxydation et vous voyez si ça augmente de 2, eh bien du coup c'est que c'est une addition oxydante, si ça diminue de 2, c'est que c'est une élimination réductrice. Enfin, dernière remarque, la plupart des éliminations réductrices nécessitent que les ligands soient préalablement positionnés en 6 dans le complexe. On le voit ici dans l'exemple qu'on a donné, le H ici et l'acétone sont dans des positions adjacentes dans l'octaèdre et non pas de part et d'autre comme ce H là et l'acétone. Si deux composés sont en position trans, souvent ça rend l'élimination réductrice très difficile et donc en général ça ne se produit pas. Je ne suis pas sûr qu'il faille retenir cela par cœur dans le programme bien sûr, mais ça peut être intéressant quand même de savoir qu'il peut y avoir des contraintes géométriques pour que vous ne soyez pas surpris s'il y a une question de réflexion qui à un moment vous fait comprendre ces choses-là.